Bonjour à tous et à toutes. J'ai l'immense honneur de recevoir une fois encore Stéphanie Gibaud. Pour une capsule particulière, aujourd'hui, nous allons parler du statut des lanceurs d'alerte. Et je voudrais, avant de donner la parole à Stéphanie, que je salue. Bonjour Bonjour Stéphanie. Cathy, merci de votre invitation et de votre confiance renouvelée. Eh bien, merci à vous de faire confiance à Police pour la vérité et nous essayons vraiment de diffuser votre parole le plus possible parce que c'est une parole d'experte, malheureusement, par l'expérience personnelle que vous avez vécue et qui a broyé votre vie. Donc, j'ai mis en affichage un document que vous aviez partagé avec nous et qui, notamment, en bas à droite, affiche donc votre livre, La traque des lanceurs d'alerte, donc qui est un livre passionnant, donc qui, quand même, moi, ce que je note, je l'ai commencé, ce livre, c'est beaucoup de femmes sont des lanceuses d'alerte et pas qu'en France. On a en Suisse Yasmine Montargemi, directrice de la sécurité des aliments chez une grande entreprise donc de fabrication des aliments. On a Hélène Scheub en Angleterre qui, elle, a alerté sur des mauvais traitements subis par des résidents dans des maisons de retraite. On a Anna Garrigo qui a dénoncé la corruption autour de fausses factures liées à des comptes suisses et à des figures politiques. En Espagne. En Espagne. Voilà, oui. On a Laura Pfeiffer en France qui était inspectrice du travail et à laquelle on a reproché d'avoir partagé des mails d'une entreprise aussi, d'une grande entreprise de fabrication de casseroles, on va la dire comme ça, à sa hiérarchie à elle, entreprise qui demandait à ce que l'enquête qu'elle faisait soit arrêtée. Elle a subi de grosses pressions. Elle a été condamnée en première et en deuxième instance. Elle a subi du harcèlement. Enfin, c'est quelqu'un là aussi qui a vu sa vie complètement brisée. Et bien évidemment, il y a également votre cas à vous, Stéphanie. Donc, beaucoup de femmes qui s'engagent, quelques hommes évidemment. Julian Assange en est un exemple. Vous citez également Enrico Sessi en Italie. Mais voilà, ces femmes courage qui sont peu aidées, on en discutait tout à l'heure dans les coulisses, qui sont pas soutenues du tout, voilà, qui se battent pour l'éthique professionnelle, pour la sécurité collective du public. On parle d'alimentaire, de soins aux personnes, donc on est vraiment dans la vie concrète des gens. Et ces personnes qui s'engagent corps et âme, elles sont punies. Donc, à vous de nous expliquer qu'est-ce qui défaille dans ce système, pourquoi les hommes politiques, et on en entendra, enfin non, on l'entendra pas parce qu'on peut pas passer la vidéo, mais on donnera un lien, où des hommes politiques soi-disant s'engagent, et finalement c'est beaucoup de paroles en l'air et des actes qu'on attend toujours. Donc Stéphanie, merci d'être avec nous et je vous passe la parole. Merci Cathy. Alors le sujet est assez lourd parce qu'en fait aujourd'hui, on va se concentrer sur la loi et les lois. Et pourquoi ça va être compliqué? C'est parce qu'en fait on est comme sur un millefeuille de choses qui se superposent, qui sont à la fois complémentaires et à la fois antagonistes, qui sont à la fois virtuellement des modèles qui fait ou qui ferait que nous, en tout cas, parce qu'on va parler de la loi en France, bien évidemment, et des lois françaises qui permettraient à ce que notre pays rayonne sur la scène internationale et dans le concert des nations grâce à ses valeurs, et notamment ses valeurs d'éthique, de respect des lois, etc. Et qu'en fait, tout ça, c'est un peu comme du théâtre, c'est-à-dire qu'on est sur une scène pour vous présenter tous millefeuilles et que derrière nous, en coulisses, est tricoté, alors sont tricotées plutôt des relations de gens nauséabonds, mais ces gens nauséabonds sont soit très puissants, soit très riches, sont des hommes politiques, sont des acteurs médiatiques de premier plan qui se retrouvent tous dans les mêmes cercles d'influence et qui vont s'arranger pour que la parole de la vérité, et donc ces lois qui sont censées être appliquées
vous savez que la justice en France est rendue au nom du peuple français, eh bien ne soit pas rendue au nom du peuple, mais soit rendue au nom de petits accords entre soi, parce que, comme vous le savez, la justice a très peu de moyens, la justice donc est très lente, la justice manque de personnel. J'entendais qu'on a 3,2 ou 3,3 magistrats en France pour 100 000 habitants, alors que la moyenne en Europe, ce n'est pas la moyenne de l'Allemagne par exemple, qui a le même standing de vie que la France, la moyenne sur les 27 pays européens, c'est 11. On est à 3,2. Pays des droits de l'homme. Donc vous comprenez que tout ça, enfin vous avez à comprendre, parce que si vous ne voulez pas le comprendre, c'est qu'en fait, les trois petits singes, je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre, j'ai rien vu, j'ai rien entendu, ça vous convient, donc vous n'avez rien à faire ici. Ici, on est quand même pour parler d'éthique, on est pour parler des lois et de l'applicabilité, de l'application de la loi pour tous. Parce qu'effectivement, on repart à la phrase de La Fontaine, que vous soyez puissant ou misérable, eh bien, voilà. Et puis, on peut peut-être ajouter, puisqu'effectivement, on est deux femmes et que vous disiez en introduction qu'il y a des femmes partout qui se lèvent, que ce soit en Espagne, en Angleterre, en Suisse ou ailleurs, en Italie, etc., que nous, les femmes, on est encore moins bien traitées que les hommes. On est même plus condamnés que les hommes, on est plus abandonnés que les hommes. On voit bien, pas de comité de soutien pour les femmes. Moi, j'ai vu dans la finance, il y en a quand même eu pour tous les hommes, avec des associations, avec des syndicats, avec de la société civile et avec des politiques. Et avec des hommes qui n'étaient pas lanceurs d'alerte, mais auteurs. On en parlait tout à l'heure de M. Kerviel. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est tout un cinéma, c'est tout un théâtre qui est monté, le théâtre de Guignol, vous voyez, où en fait, à la fois le gentil et le méchant sont tenus par les mêmes gens qui tiennent les manettes. Donc, la société civile qui est dans ses problèmes de quotidien, les problèmes de famille, les problèmes professionnels, les problèmes de la vie au quotidien, de maladie, d'argent, de ce que vous voulez, on l'a quand même un peu mise à l'écart de tout ça, en lui faisant croire en même temps qu'aujourd'hui, elle a le pouvoir de dénoncer ce qui ne va pas et qu'elle va être protégée pour ça, mais c'est juste des paroles. Et pourquoi est-ce que je suis capable de vous dire ça en introduction? C'est parce que, si je vous donne un exemple concret, j'ai plus de 3 ou 4 000 déontologues, juristes d'entreprises qui me suivent sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn, qui m'envoient les uns les autres, alors que ce sont des gens qui ne se connaissent pas, des informations concernant ces fameuses lois dont on va parler, en me disant, mais Madame Gibault, on ne comprend pas, comment est-ce que vous pouvez nous expliquer que la loi Sapin, donc qui date de 2016 maintenant, hein, ça fait 9 ans, 8-9 ans, suite à plus la directive européenne, plus la loi Wasserman, qu'on appelle aussi Sapin 3, puisqu'il y a une vraie protection, entre guillemets, des lanceurs d'alerte, pourquoi est-ce que, depuis qu'on a toutes ces alertes en entreprise, les gens n'alertent pas? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Alors, ça montre justement qu'à la fois, on a réglé le problème en disant que c'est un problème juridique, un problème légal. Donc le droit, si on n'est pas policier, si on n'est pas gendarme, si on n'est pas avocat, si on n'est pas juriste d'entreprise, le droit, même s'il y a cette phrase en permanence qui nous dit « nul n'est censé ignorer la loi », mais ce n'est pas la loi, ce sont des lois. Et c'est à la fois du droit administratif, du droit pénal, du droit social, du droit fiscal, du droit administratif, du droit je ne sais quoi. Donc, ce n'est même pas un avocat qui peut répondre à ça, c'est des cabinets d'avocats spécialisés. Comment vous, avec votre petite personne et votre éthique, vous pouvez aller contre ça? C'est le combat de David contre Goliath. D'autant plus que ça change tout le temps. Les lois sont tout le temps en train de changer. Et les décrets d'application. Et en fait, la société civile ne connaît pas ça. Qui étudie le droit? Sur 70 millions d'habitants en France, qui connaît tous ces droits-là? Peut-être 5 personnes qui ont été des ministres et qui ont été éduqués pour juger, pour parler. C'est-à-dire, ils ne font que parler. Hein. Donc, c'est superficiel. C'est une connaissance extrêmement superficielle. Voilà. C'est pour ça que quelqu'un m'a rappelé, c'est drôle parce qu'en fait, j'avais travaillé il y a 7, 8, 10 ans avec une association qui s'appelait iBoycott.
I Boycott qui disait en fait les produits, ce que vous voulez, hein, ce que vous mangez, ce que vous buvez, ce que vous consommez au quotidien, il faut soit boycotter, alors avec le fameux buy en anglais, c'est-à-dire acheter ce qui est bon, et de l'autre côté, boycotter, on l'a pris en français aussi, le mot boycott, boycotter ce qui n'est pas éthique, ce qui fait mal aux animaux, ce qui est voilà, synonyme de corruption, de travail forcé des enfants, de tout ce que vous voulez, payer des gens au lance-pierre, etc., etc. Et en fait, ils m'avaient dit, ces gens-là, ils m'avaient dit ce qui est intéressant, je ne me souvenais même plus l'avoir dit, dans une des conférences que j'avais données chez eux, c'est qu'en fait, ce n'est pas ce qu'on nous présente, le combat de David contre Goliath, parce que c'est ça qui est vrai dans la réalité, mais j'avais dit, en fait, c'est le combat de millions, voire de dizaines, de centaines de millions de David contre Goliath. Et là, on peut gagner, parce que là, on rétablit la balance. Aujourd'hui, la balance, on a beau nous dire que la loi Sapin, la loi Wasserman, la directive européenne protège, c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Que les gens se mettent dans la tête que ce n'est pas vrai. Et vous en êtes une bonne preuve en plus, hein. Votre parcours judiciaire, même s'il a commencé un peu avant l'apparition de ces lois, votre parcours, à vous, il exprime bien qu'il y a une grosse faille, il y a un manque de volonté et tout ce Mais en fait, système comme il n'y a aucune éthique et aucune culture de l'éthique, moi, c'était ça que je pensais insuffler. C'est justement pouvoir donner des conférences en entreprise, dans les écoles, etc., et parler de cette notion d'éthique. Mais l'éthique est complètement mise de côté. Et tous ceux qui sont là pour vous en parler, c'est-à-dire tous ceux qui sont là, entre guillemets, soit pour vous faire des leçons de morale, soit pour dire « mais moi je », ce sont des gens qui n'ont… C'est la fameuse phrase de Coluche, les mecs vous vendent quelque chose, ils n'ont pas un échantillon sur eux. Et comme on est dans un milieu médiatique, les médias qui s'impriment dans le cerveau et dans la vie des gens au quotidien, mais il n'y a pas justement de réflexion là-dessus, sur ce qu'on peut faire, nous, les centaines de millions de David, face à Goliath. Donc tout le monde fait partie de cette pieuvre de corruption à des échelons très différents, et finalement tout le monde se complaît avec la corruption. Et c'est là aussi extraordinaire, parce qu'effectivement, si vous allez voir un maire et que vous dites « Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez me donner une place en crèche ?» alors que vous n'y avez pas droit, et que le maire vous dit « Écoutez, ma petite dame, sans problème, et puis vous n'oublierez pas de voter pour moi l'année prochaine », comment est-ce que vous appelez ça ? Eh bien, ça s'appelle quand même de la corruption. Vous pouvez le mettre à la sauce que vous voulez, ce n'est pas éthique, puisqu'a priori, vous n'étiez pas censé être prioritaire. Donc, en fait, on fait de l'achat de voix électorales par des petits actes de la vie au quotidien. Même chose pour quelqu'un qui dit « Monsieur le maire, est-ce que vous pourriez embaucher mon fils parce que je ne sais pas quoi ?» Et c'est la même chose. Et tout est comme ça. Il suffit de voir les micro-trottoirs qui ont été faits à Levallois-Perret ou qui ont été faits à Villeneuve-sur-Lot, où d'un côté, M. Cahuzac et de l'autre, les Balkany, étaient élus. Les gens sont ravis de dire « Mais grâce à ce maire, on a un super club de rugby. Grâce à ce maire, on a des luminaires dans toutes les rues. Grâce à ce maire, on a une super patinoire. » Les gens ne veulent pas aller voir plus loin. Mais à titre individuel, ils sont tous victimes. Et ils ne font pas le lien de cause à effet, voyez-vous. Et c'est là où c'est très compliqué. C'est-à-dire que la parole comme la mienne, bon, déjà, elle est censurée par les médias mainstream, par les réseaux sociaux, etc., les algorithmes, les bruits qui courent contre vous, parce qu'il y a une chose qui nous précède tous, c'est notre réputation. Et on ne peut avoir une réputation que justement, avec des actes, quels qu'ils soient, mauvais ou bons, mais que des réseaux puissamment orchestrés sont capables de vous saper votre réputation. Moi, le pire, c'est que je sois une femme. Incroyable. Cette femme n'était pas banquier. Cette femme n'y connaît rien en finance. Cette femme, en fait, elle était jalouse de son supérieur hiérarchique qui est arrivé. Mais attendez, mais de quoi parle-t-on? Où est-ce qu'on parle de la lutte contre la fraude? Où est-ce qu'on parle que j'ai aidé les douanes judiciaires sur ordre de fonctionnaires assermentés pendant plus d'1 an et demi, qui m'ont donc transformé en agent de renseignement au sein d'une banque étrangère? Personne ne veut en entendre parler de ça.
Qui est derrière ce dossier UBS? À qui ont obéi ces fonctionnaires? Pourquoi est-ce que finalement ça a été géré par les services de renseignement, par la DGSI, par la DGSE? Qui a eu ambition et intérêt à me faire travailler et à me laisser tomber après? C'est des gens éthiques, c'est des gens honnêtes, c'est des gens qui ont fait ça pour me protéger, pour protéger les enfants que j'avais en bas âge à l'époque. C'était pour que je n'aille pas en prison? Mais bien sûr que non, puisque je n'ai même pas été entendue pendant le procès UBS, qui a duré presque 10 ans, avec un procès en appel, un procès en cassation, et maintenant retour en appel. C'est-à-dire que la parole de ceux qui sont les premiers témoins ne sont pas entendus par la justice française, donc par le parquet financier. On repart à la loi Sapin, le parquet financier. Tout ça, c'est la culture du mensonge. Tout ça, c'est illusoire. Vous voyez, c'est comme les magiciens avec les enfants. Hop, on fait disparaître vos lunettes, on fait disparaître votre montre. Les enfants sont absolument effarés parce qu'ils n'ont rien vu, enfin les enfants et les adultes aussi. Mais là, c'est la même chose. Et qu'en fait, vous voyez, sur le budget de l'État, où on est en train de se dire que d'un coup, on aurait 7% de déficit et que personne ne l'a vu, qu'il y a 100 milliards qui ont disparu. Mais il y a quand même des gens, a priori, au ministère des Finances, qui ont fait des notes au ministre, qui ont fait des notes qui seraient parties à l'Élysée. Ces gens-là, a priori, devraient être considérés comme lanceurs d'alerte, donc ils devraient être protégés, à nouveau par l'État. Mais l'État, c'est qui? Et c'est ça la problématique, c'est-à-dire derrière les alertes, il y a des gens, et derrière les entités, une entreprise comme UBS, mais l'État français, il y a vraiment des personnes. Dupont, Durand, Martin, qui vous voulez, et que ces gens-là, on ne les nomme jamais. Et le fait de ne pas les nommer, ça dilue leur responsabilité. Donc, eux n'ont jamais à s'expliquer, parce que quand on parle de hauts fonctionnaires, par exemple, on parle de personnes qui font partie de comités de direction, de gens qui ont des positions très importantes dans les entreprises, personne ne connaît ni leur nom, ni leur visage. À la rigueur, vous connaissez le nom du ministre des Finances, vous connaissez le nom de, je sais pas moi, du ministre de l'Intérieur. Vous ne connaissez pas qui sont leurs conseillers autour, les hauts fonctionnaires qui prennent des décisions, qui vont contre l'intérêt général. Et eux ne se retrouvent pas en justice, à se justifier. Et pourquoi? Et en fait, c'est tout ça qu'il faut comprendre. Mais pour le comprendre, il faut y passer du temps, il faut s'intéresser à ces sujets. Donc, en gros, il faut avoir une vision de ce qu'on veut donner à ses enfants, donc une vision à long terme, et il faut avoir des bases éthiques. Si vous êtes là à dire, mais moi je m'en fiche, j'ai ma place de crèche, ah mais moi je m'en fiche, j'ai une super patinoire, bah oui, on a augmenté les impôts fonciers, ah mais bon, ça endette les générations futures, je m'en fiche. Oui. Bon, bah si on est tous comme ça, hein, et la grande majorité n'a même pas ce raisonnement-là, puisqu'elle n'a même pas les moyens, quelque part, ou le temps de s'asseoir pour y réfléchir, on ne peut pas avancer. Oui, et puis c'est vrai qu'on est dans une société où on veut rendre les gens de plus en plus individualistes. Et ça fonctionne très bien pour alimenter tout ce système de corruption, de manipulation, etc. Quand les gens se repositionneront effectivement au sein déjà de leur propre famille, hein, en tant que père et mère, ou grand-père et grand-mère, mais aussi au sein de leur village ou de leur ville. Je suis citoyenne de cette ville que j'ai envie, ou de ce village que j'ai envie de faire prospérer, où j'aimerais bien que tout le monde soit heureux. Voilà, après du pays, à l'échelle d'un pays, se sentir vraiment citoyen au milieu des autres qui sont la fraternité, hein, tout simplement, la fraternité qui est tant chère à notre pays, mais qui s'étiole. Là, on s'étiole et on pense plus qu'à soi. Mais là, je vous promets, la fraternité, il n'y en a pas. Je suis quand même victime, justement, de l'État et de personnes au niveau des services de renseignement et ailleurs qui ont voulu ma peau, qui se sont servis de moi, et puis qui se sont dit, maintenant, on s'est servi d'elle. C'est une femme en plus, hein, je ne vous le répète pas. On s'en fout complètement, qu'elle ait des enfants, qu'elle ait une vie, que ce soit quelqu'un de bien, on n'en a rien à faire. On a atteint notre objectif. Ouais, et l'objectif, c'est quoi? C'est des objectifs politiques derrière, c'est des objectifs de géopolitique à la petite semaine, c'est des calculs politiques, de camps politiques qui s'affrontent, puis finalement qui sont aussi copains, ils sont copains comme cochons, mais ils ne vous le disent pas.
sur les plateaux télé. En revanche, ils font des fêtes ensemble et ils se retrouvent dans des clubs d'influence les uns les autres, quelle que soit leur conviction politique, quel que soit leur clan politique, quel que soit... De toute façon, on l'avait vu avec l'affaire Bettencourt, c'est-à-dire que les gens puissants, finalement, financent les deux côtés. Et pour les guerres, c'est pareil. Les puissants financent les deux côtés. Comme ça, ils sont sûrs, pile je gagne, face je gagne. Ou c'est plutôt pile je gagne, face tu perds. En fait, de toute façon, nous, on est perdants à chaque fois. Nous sommes perdants à chaque fois. Les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards, les personnes handicapées. Là. Ceux qui gagnent, ce sont les gens qui n'ont justement aucune conscience, qui n'en ont rien à faire. Et comme vous l'avez très justement dit, dans cette société où on favorise l'individualisme, c'est chacun pour soi. Si Dieu existe, Dieu pour tous, démerdez-vous. Donc on est bien dans une guerre. Parce que pendant que les citoyens s'entretuent pour un poste, pour une place de crèche, pour, on ne sait rien moi, une patinoire, pour ce que vous voulez, pour ce que vous voulez, eux là-haut, de toute façon, ils font du yachting ensemble. Continue. Ils ont des... Voilà. C'est ça. Alors, si vous voulez, pour qu'on aille droit au but, comme on dit en football, on va parler de l'origine de cette loi Sapin. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, si le lien est toujours disponible, je ne sais pas, je ne l'ai pas vérifié, il faudrait quand même que vous alliez regarder les uns les autres un reportage qui a été fait par Arte, moi je l'avais vu en juillet l'année dernière, juillet 2023, sur l'affaire Airbus. Airbus, ça vous dit quelque chose? Les avions européens. Que s'est-il passé? Eh bien, Airbus a été en gros mis à l'amende par les États-Unis et la Grande-Bretagne. Parce qu'il y avait un lanceur d'alerte anglais qui a expliqué que Airbus donnait des malversations, on dit verser des malversations, via son service commercial dans la vente des avions sur le marché international. Michel Sapin, pour ne pas le citer, vous le verrez dans ce documentaire, s'en va à Washington. Et Washington dit, écoutez, vous ne gérez pas la corruption, donc nous, on s'en charge. Hallucinant, hallucinant. Donc, en fait, il arrive à Paris, et puis, je vais vous dire la phrase exacte, on dit à Sapin à Washington, vous ne faites pas le boulot, donc on le fait pour vous. Donc, on repart sous François Hollande, mon adversaire c'est la finance, on lutte contre la corruption, machin. Michel Sapin, qui avait été ministre 20 ans plus tôt, qui avait sa loi Sapin, il a fait la loi Sapin 2. Donc, on est toujours avec des égos surdimensionnés qui ont le nom des ministres. Voilà. Donc finalement, ça s'est avéré être une collaboration entre les États-Unis, donc le département de la justice, le SFO, c'est-à-dire le Serious Fraud Office, qui est le parquet anticorruption britannique, et donc nous, le parquet financier. Airbus a évité un procès et a eu une amende. 3,6 milliards, dont 2 milliards pour la France. Mais ça part de quoi, cette histoire? Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, les États-Unis ont la chance d'être le pays que tout le monde craint au monde. Ils sont dans une guerre économique absolue. On l'a vu dans l'affaire Alstom, par exemple. Si certains d'entre vous connaissent l'affaire de Frédéric Pierucci, vous pouvez lire aussi le livre de Frédéric Pierucci, qui est cet ancien cadre d'Alstom qui s'est retrouvé en prison aux États-Unis à cause de malversations chez Alstom, alors que bien évidemment, le service juridique et toute la direction d'Alstom étaient au courant de malversations. Donc, encore une fois, c'est ce qu'on appelle bribe en anglais. Bribery, c'est des malversations, c'est de la corruption qui est faite sur des agents publics étrangers, etc. Lui s'est retrouvé abandonné par l'État français, abandonné par, bien évidemment, tous ses collègues. Et donc, effectivement, on voit bien qu'on trouve toujours des responsables et on fait sauter des personnes en disant c'est de votre faute, et pendant ce temps-là, on met des rustines sur des jambes de bois. En attendant, c'est la vie de personnes qui sont arrêtées, qui sont prises en otage, parce que Frédéric Pierucci, il n'est pas plus corrompu que vous et moi.
Frédéric Pierucci, il a été le fusible de cette affaire, et je pense qu'il n'en a d'ailleurs pas complètement terminé, puisque il doit encore avoir des procès en cours. Donc, pourquoi je vous parle de ce cadre-là? C'est-à-dire qu'avec l'extraterritorialité des lois américaines, on se retrouve dans quelque chose dont personne ne vous parle au niveau du lancement d'alerte, qui est notre sujet aujourd'hui, c'est la guerre économique. La guerre économique, c'est-à-dire que tous les moyens sont bons pour que les entreprises américaines soient favorisées partout dans le monde. C'est-à-dire que c'est des parts de marché, c'est de la prédation d'entreprises. On vient de voir avec Alstom, donc, puisqu'après l'emprisonnement de Frédéric Pierucci, qui était obligé de plaider coupable aux États-Unis, eh bien, les États-Unis ont racheté Alstom un euro symbolique. Vous voyez ? C'est des techniques. Et forcément, ça doit rappeler des techniques de services de renseignement qui font écho à mon propre dossier. Pareil, avec des services de renseignement américains qui finalement impactent notre justice en France, nos services de renseignement, Bercy, les douanes, etc. Alors donc, dans cette guerre d'influence, dans cette guerre cette guerre économique, Michel Sapin, qui va à Washington, où on lui dit, écoutez, vous ne faites pas le boulot, alors nous, on fait à votre place, la France, pays des droits de l'homme, a créé cette loi Sapin 2. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, la loi Sapin? Je vais vous le lire parce que je ne suis pas une avocate ni une juriste, et donc c'est important d'être précis, on mettra les liens sous la vidéo. Cette loi du 9 décembre 2016, elle est relative à la transparence, la lutte contre la corruption, la modernisation de la vie économique. Mais elle a créé un volet lanceur d'alerte. Pourquoi? Parce que quand ça arrive, en 2016, à l'époque, il y avait l'affaire UBS, il y avait l'affaire LuxLeaks, l'affaire SwissLeaks, l'affaire Société Générale, l'affaire Mediator. Enfin, on a eu l'impression que d'un coup, il n'y avait que ça, des lancements d'alerte, et que donc la gauche, le gouvernement de François Hollande, a dit on va protéger ces gens qui se lèvent pour l'intérêt général, blablabla. Bla. Donc la définition du lanceur d'alerte selon la loi Sapin 2, il faut être une personne physique, de bonne foi, désintéressée. Mais pour être reconnu lanceur d'alerte, il faut faire une alerte graduée en entreprise, donc N+1, N+2, N+3, management, supérieur hiérarchique. Et il est noté que cette personne agit parce qu'il y a une menace ou des préjudices graves contre l'intérêt général. Très bien, on est d'accord tous sur le papier que c'est fabuleux. Donc, elle a permis d'officialiser ce statut de lanceur d'alerte avec une définition bien précise pour une meilleure protection de l'intérêt général. L'article 6, c'est celui, je ne vais pas vous le lire, mais qui explique que le lanceur d'alerte doit être une personne physique qui relève ou signale de manière désintéressée et de bonne foi, allez lire l'article 6. Mais, comme moi, ça fait 17 ans que je suis dans mes histoires, je peux quand même me poser la question de savoir pourquoi on a eu besoin d'une loi de protection de lanceurs d'alerte en France, alors qu'a priori, je suis lanceuse d'alerte et je suis la première, puisque j'ai le numéro 001 qui date de septembre 2022, puisque l'article 10 du Code du travail, L 1132-3-3 dit qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement, de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle. Aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement, de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 10 de la loi Sapin. Vous savez aussi, pour ceux qui sont fonctionnaires, que vous bénéficiez du même traitement et de la même protection,
Et notamment, vous avez quand même quelque chose d'intéressant, c'est que vous avez le fameux article 40, que vous pouvez peut-être expliquer mieux que moi. L'article 40 du Code de procédure pénale. Alors, à moi, ce que je comprends, qui ne suis pas fonctionnaire ou qui ne l'ai jamais été, c'est qu'en fait, quand un fonctionnaire voit quelque chose qui ne va pas, il peut, avec cet article 40, alors, c'est remplir une plainte, c'est ça, ou Non signalé, il le signale au signaler procureur de la République. Signaler au procureur de la République. Voilà, ce n'est pas une plainte au procureur, c'est signaler au procureur de la République. Donc, vous voyez, c'est des choses qui se superposent. La loi du travail d'un côté, vous avez l'article 40 là. Alors, cette loi Sapin, qu'est-ce qu'elle a permis? Ce que je vous disais juste avant, avec l'affaire Airbus notamment, c'est qu'elle a permis la création de l'Agence française anticorruption, donc dirigée par un magistrat hors hiérarchie de l'ordre judiciaire nommé par décret par président de la République pour une durée de 6 ans renouvelable. Tout ça, c'est au cœur de la loi Sapin. On ne va pas passer trop de temps à décrire tout ça. Mais, bien évidemment, dans cette histoire de loi Sapin et de protection des lanceurs d'alerte, on ne peut pas parler du lanceur d'alerte ou de le séparer du monde de l'entreprise. Parce que la majorité des lanceurs d'alerte sont des collaborateurs, sont des salariés, sont des cadres, sont des ouvriers, en tout cas, ce sont des gens qui travaillent pour l'entreprise. Alors, ils peuvent être aussi clients, ils peuvent être aussi fournisseurs, ils peuvent être consultants. Voilà. Elle permet quoi, la loi Sapin? Et ça, mine de rien, personne n'en parle non plus. C'est-à-dire qu'elle fait état de la possibilité pour l'entreprise de négocier une amende sans reconnaissance de culpabilité. Je viens de vous parler d'Airbus, mais on peut aussi vous parler de HSBC, par exemple. C'est-à-dire que les supporters de cette loi disent qu'il vaut mieux récupérer quelques sous lors d'une négociation plutôt qu'aller vers des procès très longs qui peuvent se conclure à un non-lieu. Alors, je viens de vous parler d'HSBC parce que c'est un parallèle avec mon dossier. HSBC a négocié donc de payer 300 millions d'euros plutôt qu'aller au procès. Et c'est d'ailleurs ce que souhaitait payer UBS, communiquant en fait que c'est le prix du marché. Parce que UBS a payé 300 millions d'euros en Allemagne, par exemple, qui est un prix de marché. Bientôt, on va pouvoir tuer quelqu'un, et puis, si vous payez à l'État 50 000 euros, vous aurez eu le droit d'avoir tué quelqu'un. Vous voyez? C'est comme un partant de la virginité. Alors, est-ce qu'on peut se poser la question si les intérêts des citoyens français sont vraiment protégés en cas de négociation? Donc, la loi Sapin nous dit quoi? Que toutes les entreprises, à partir du 1er janvier 2018, maintenant ça commence à dater, hein, ça fait 6-7 ans, à partir du 1er janvier 2018, toute entreprise de plus de 50 collaborateurs, ainsi que les mairies et les collectivités territoriales dépassant certains seuils, doivent mettre en place une procédure sécurisée de recueil des alertes internes, donc signalées par les salariés, mais aussi des collaborateurs extérieurs. Alors, pour lancer une alerte, tous ceux qui nous écoutent, ils ont peut-être bien besoin de connaître le cadre juridique dont on est en train de parler, mais aussi le contexte français. En 2016, la France occupait le 23e rang des pays développés en matière de lutte contre la corruption. C'était repris d'ailleurs en 2017 par Le Figaro. 75% des Français, de façon continue, n'ont pas confiance en leur justice. La justice française est classée par la Commission européenne pour l'efficacité de la justice. Ça s'appelle le CEPEJ. CEPEJ. La Commission européenne pour l'efficacité de la justice a classé la France 37e sur les 43 pays européens, derrière l'Arménie et l'Azerbaïdjan. C'est quelque part une honte pour ce pays qui ose donner des leçons au monde entier. Donc 75% des Français n'ont pas confiance dans leur justice
Néanmoins, il faut bien qu'on se lève tous, les uns et les autres, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les millions de petits David, pour pouvoir montrer le chemin d'un nouveau monde. Et ainsi, que notre pays puisse reprendre une place d'importance dans le concert des nations. Et là, on peut peut-être aussi demander à tous les diplomates français de nous filer un petit coup de main quand même. Hein. Il y avait donc un budget de 7 milliards d'euros qui vient d'être revu. Enfin, vous savez qu'en ce moment, il y a toutes ces négociations sur le budget 2025. Donc, on est quand même sur un budget de la justice qui est beaucoup moins important que les autres pays du G7, et notamment beaucoup de pays européens. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut rien construire sans la confiance. Et par définition, la justice doit inspirer confiance dans ses décisions. Sinon, justement, ces lois ne servent strictement à rien. Parce qu'on va peut-être rappeler à tous ceux qui nous écoutent, quand on nous dit « mais dénoncer, c'est grave », etc. Non, 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 c'est pas dénoncer qui est grave. Ce sont les faits dénoncés qui le sont. Il faut arrêter d'inverser les propos et de jouer avec les mots, avec la sémantique. Donc la lenteur de la justice française, elle peut être mise au compte de tous ces dysfonctionnements, tout comme la lourdeur des procédures. 13 années pour moi, alors que j'alerte depuis 2007-2008. Donc c'est même plus de 13 années. Moi, je vais être en procès fin 2024. Vous voyez bien, c'est plus de 12 ans. Oui, non, j'avais même plus à compter. 2024 à 2009, oui, c'est ça, c'est 13-15 ans de procédure. Et puis, en fait, le lanceur d'alerte, il se retrouve confronté à la complexité du droit et à sa pratique. C'est-à-dire que c'est impossible de se rendre au tribunal, des prud'hommes, au tribunal administratif, au tribunal de police, au tribunal de grande instance, tout seul. Écrire une plainte circonstanciée, comme moi je l'ai fait, de dizaines de pages contre UBS, pour un citoyen lambda, c'est quand même compliqué. Parce qu'il faut citer les articles de loi qui expliquent le délit. Il faut être hautement qualifié pour maîtriser l'art, justement, de s'y retrouver. Et on sait d'ailleurs pourquoi aujourd'hui, c'est l'arme favorite de nos adversaires, donc des multinationales, des puissants. Il faut aussi savoir qu'aborder la justice sans y être préparé, c'est très difficile. Bien évidemment, quand on est un magistrat, on est habitué au tribunal. Quand on est un policier, on sait ce que c'est. Qui de la société civile se rend au tribunal ? Pour tous les lanceurs d'alerte, c'est quasiment la première fois où ils se rendaient au tribunal. Moi, quand j'ai été convoquée au tribunal de police, je vous promets, je vomissais pendant une semaine avant d'y aller. J'étais terrifiée, parce que pour un citoyen qui est honnête, avoir à s'expliquer en justice, c'est la pire honte qu'on puisse lui faire. C'est-à-dire on lui emporte sa dignité en disant quelque part vous êtes responsable. Parce que y a tout un protocole en justice, il y a l'austérité des lieux qui sont chargés d'histoire pour la plupart, il y a des éléments de langage qui sont complètement inconnus du grand public. C'est un microcosme où personne n'est jamais confronté. Donc il faut être mentalement très très fort. Parce que justement, tout ce problème de lanceur d'alerte, c'est qu'à un moment donné, vous allez avoir à vous retrouver en justice. C'est pour ça que je vous parle de ça. C'est-à-dire que ça ne peut pas se régler comme ça, parce que il va y avoir un article de presse, ou il va y avoir une émission de télévision, où il va y avoir des tweets et des retweets et des partages sur les réseaux sociaux. C'est pas ça du tout. C'est qu'à un moment donné, seul un juge, un peu comme si vous avez un problème cardiaque et vous vous retrouvez avec un chirurgien cardiaque qui a votre vie ou votre mort entre les mains, et bien là, c'est un juge, pareil, qui va décider si vous êtes bien un lanceur d'alerte, si vous avez bien répondu à tel et tel et tel critère, et qui va décider que, pas que quelque chose, que vous allez avoir des indemnités, que vous allez être intégré dans vos entreprises, que vous allez avoir telle ou telle chose qui vous seront accordées. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout parce que vous tirez l'alarme, un peu comme le signal d'alarme dans un train, tout le monde va vous applaudir et tout le monde va vous dire bravo. Non, moi je le vois bien dans mon dossier, il n'y a aucune association, il n'y a aucun syndicat, il n'y a aucun politique, alors que l'évasion fiscale, c'est a priori depuis 20 ans le sujet dont tout le monde s'est emparé
Et on dit que c'est quand même une des causes du marasme dans lequel est tombée la société française. Et d'autres pays aussi, mais bon. Alors, suite à cette loi Sapin, les gens iront voir la loi parce que sinon on peut en parler pendant des heures. Sous l'influence de la France, les eurodéputés français ont fait en sorte que la directive européenne soit votée au Parlement européen pour que les 27 pays de l'Union puissent avoir une homogénéité des lois et que tous les pays puissent passer cette directive européenne dans leurs lois nationales. Nous avons été forcément les meilleurs élèves et en 2021, la France a donc connu l'arrivée de la loi Waserman après la loi Sapin. La loi Sapin portait le nom du ministre des Finances, la loi Waserman porte le nom du vice-président de l'Assemblée nationale qui a porté ce dossier. Sylvain Waserman, avec lequel j'ai eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises. Et donc, cette loi Waserman, qu'est-ce qu'elle change par rapport à la loi Sapin? Parce que là, on n'est que sur l'affaire du lancement d'alerte, hein, du lanceur d'alerte. On n'est plus du tout sur la lutte contre la corruption, avec un petit volet. Elle dit deux choses. Avec la loi Sapin, il fallait que l'alerte soit graduée. N+1, N+2, etc., etc. Là, l'alerte peut être interne ou externe. Alors, interne, c'est soit par des canaux sécurisés internes dans l'entreprise ou des canaux sécurisés à l'externe. Par exemple, un cabinet d'avocats, par exemple, un expert indépendant, etc. Mais s'il y a une urgence absolue, le lanceur d'alerte peut se tourner vers les médias, par exemple, etc., etc. Elle détermine aussi les seuils, c'est-à-dire que il y a les entreprises qui ont plus de 50 salariés qui sont obligées d'avoir ces lignes externes. Il y a les entreprises de 250 salariés, les entreprises de moins de 250 salariés qui peuvent mettre en commun leurs procédures de recueil et de traitement des signalements. Que tout ça, ça concerne à la fois les salariés, mais aussi les anciens salariés, éventuellement les gens qui sont en procédure de recrutement, les consultants, les clients, les partenaires, enfin, on a élargi le spectre. Très bien, sur le papier, c'est exceptionnel. Hein, voilà. Et alors, je vous lis parce que moi, je ne suis pas un ordinateur et je n'ai pas tous les éléments dans mon cerveau, mais excusez-moi. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a des articles qui ont été écrits par des cabinets d'avocats. J'en ai relu un tout à l'heure qui dit que, voilà, le gros changement, c'est on peut faire l'alerte en externe, que les procédures doivent être efficaces et on oblige l'entreprise à répondre à une alerte, alors je crois que c'est dans les 30 jours. Ah. L'entreprise est obligée de répondre. C'est-à-dire qu'avant, avec la loi Sapin, les infractions devaient être de nature grave ou de nature manifeste pour qu'elles puissent faire l'objet d'un signalement. Là, il y a cet abandon aussi de connaissances personnelles, de faits dénoncés par le lanceur d'alerte dans le cadre de ses activités. C'est-à-dire que pour éviter la propagation de rumeurs ou de faux signalements dans les entreprises, il fallait un peu cadrer le truc pour protéger les entreprises aussi. Mais alors, ce qu'on ne vous dit pas, alors pareil, on vous mettra la loi Waserman en dessous, que vous voyez les différences, les seuils, ce que vous pouvez faire, en combien de temps l'entreprise peut répondre, etc. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'en parallèle, vous parlez de millefeuille. Vous parlez du droit du travail tout à l'heure, je vous parlais de la loi Sapin, de la loi Waserman, mais il y a aussi d'autres choses qui interviennent, notamment, et il faudrait vérifier, mais je crois que c'est sous l'impulsion de M. Macron quand il était à Bercy, a été voté le secret des affaires. Le secret des affaires, vous parliez tout à l'heure de la société de casseroles française. Il me semble que d'ailleurs, si la lanceuse d'alerte, enfin l'inspectrice du travail a perdu ses procès, c'est parce que la justice a estimé que ça rentrait dans le cadre de la protection des affaires
et qu'en gros, on ne peut pas se mêler de ce qui est protégé par l'entreprise. Alors, une fois de plus, je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocat, je ne suis pas juge, je dis juste comment ça se passe en pratique. C'est-à-dire qu'en pratique, c'est un peu comme si vous étiez dans un château fort, puis il y a des petites interstices où vous pouvez regarder, et bien là, c'est un peu pareil. Là, vous avez des petites fenêtres de tir, de rien du tout, mais ce qui veut dire que quoi? Ça veut dire que pour vous protéger, sauver votre peau, et pas être comme Yasmine Motargemi en Suisse, ou comme moi en France, complètement abandonnée par tout le monde, et bien vous allez bien comprendre que pour défendre l'intérêt général, il faut être un spécialiste du droit, il faut être un spécialiste de la loi, il faut être finalement dans des cercles autorisés pour déposer des alertes. On vous fait croire que tout le monde peut le faire et que tout le monde est protégé. En fait, c'est faux. La preuve, c'est que moi, donc, j'ai été la première lanceuse d'alerte reconnue par cette loi Wasserman, dont les décrets d'application remontent à 2022. Quand j'ai appelé le défenseur des droits pour dire « mais de quoi est-ce que je suis protégée maintenant que j'ai le statut ?» Eh bien là, tout le monde va tomber des nues avec ma réponse. La réponse du défenseur des droits a été la suivante. « Madame Gibault, nous n'avons pas les moyens de vous protéger. Moi, je pensais qu'il y avait, parce qu'il est écrit que le lanceur d'alerte peut avoir une certaine somme d'argent pour payer ses frais de justice, etc. etc. » Il dit « Madame Gibault, mais pas du tout. Et quand on se retrouve en précarité, mais la loi Wasserman dit qu'elle est extraordinaire, toutes les associations, tous les syndicats, tous les politiques le disent. Ah non, Madame Gibault, vous faites fausse route. » Mais je dis donc, de quoi est-ce que je suis protégée? Je suis la première lanceuse d'alerte en France. Déjà, il n'y a pas un média qui en parle, alors que tout le monde se revendique lanceur d'alerte. Il faut quand même faire attention à ça. Je voyais même Philippe de Villiers, je crois que c'est dans le Paris Match de la semaine dernière, j'ai vu ça en couverture, je ne sais où, sur un trottoir, couverture de magazine, je suis donneur d'alerte. Ah bon? C'est-à-dire tout le monde est lanceur d'alerte, et puis en fait, les vrais lanceurs d'alerte sont mis de côté. Donc, invisibilisé, donc, la réponse du défenseur des droits, c'est « mais Madame Gibault, seul un juge peut décider ». Donc, le statut de lanceur d'alerte, ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez avoir affaire avec la justice et donc avec les tribunaux et avec, ce qu'on disait tout à l'heure, une complexité du droit administratif, pénal, social, etc., etc. La lenteur de la justice, un appel possible, 2 appels possibles, et si ça ne se gère pas, il faut aller à la Cour européenne des droits de l'homme ou je ne sais où. C'est-à-dire que tout ça, c'est orchestré finalement de manière très professionnelle par le législateur. Ouais. C'est subtil. Ah oui, non, mais c'est très subtil. Donc en fait, on vous prend en otage. Mais alors attendez, j'ai trouvé mieux. J'ai trouvé mieux. Ah, c'est absolument extraordinaire. En 1982, donc il y a quand même beaucoup de gens qui nous écoutent qui n'étaient pas nés, ça fait 42 ans. 42 42, c'est ça? 32, 42, 42. 42. La France a signé la convention C-158 sur le licenciement de l'Organisation internationale du travail. Organisation internationale du travail, en anglais ça s'appelle International Labour Organization, ILO. Et alors là, les bras m'en sont tombés, parce que donc la France a signé ce traité. Dans l'article 5C, que je vais vous lire, vous allez comprendre qu'un dossier comme le mien n'aurait jamais dû arriver, ni à tous les autres qui ont été licenciés, placardisés, isolés, etc. Cet article dit la chose suivante. Ne constitue pas des motifs valables de licenciement, notamment le fait d'avoir déposé une plainte ou participer à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation ou présenter un recours devant les autorités administratives compétentes. Qui connaît ça? Je ne sais pas si on le voit là. Qui connaît ça? L'Organisation internationale du travail. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il n'y a pas un avocat sur les plateaux télé qui vont vous parler de ça, qui vont parler de la protection des lanceurs d'alerte qui parle de ça. Il n'y a pas un député, il n'y a pas un ministre, il n'y a pas un sénateur, il n'y a pas un eurodéputé, parce que je suis sûre qu'ils ne sont même pas au courant de ça. Comment est-ce que moi je peux être au courant de ça?
C'est parce qu'en fait, après avoir déposé, donc, au moment où l'inspectrice du travail a refusé mon licenciement chez UBS et m'a demandé de déposer une plainte contre mon employeur, ce que j'ai fait à sa demande, sur instruction, puisqu'elle m'a dit « Madame Gibault, nous sommes là pour vous protéger ». Je suis restée pendant 3 ans et demi dans cette entreprise. Me sont tombés dessus les douanes judiciaires, donc des fonctionnaires assermentés, pour lesquels j'étais obligée de travailler pendant plus d'1 an. Donc j'étais transformée en agent de renseignement en étant dans un état de faiblesse. Hein, quand on fait une dépression, c'est bien qu'on est dans un état de faiblesse, qu'en plus on est une maman qui élève 2 enfants, dont le revenu professionnel, c'est les seuls revenus du foyer, dans un état de stress absolument incroyable. UBS a été au courant de ça, forcément. UBS a les moyens, avec ses services de sécurité, de rentrer dans votre téléphone portable, machin. Même si ça ne peut pas se dire comme ça, mais ils ont les moyens de vous surveiller et donc d'avoir une surveillance électronique. UBS m'a licencié une 2e fois. Donc l'inspectrice du travail a refusé mon licenciement. UBS a fait appel en interne au ministère du Travail qui a revalidé le fait que je ne pouvais pas être licenciée. Donc, c'est le tribunal administratif qui, lui, a décidé au final qu'il donnait raison à UBS et pas à l'inspectrice du travail ni au ministère du Travail parce qu'il ne trouvait pas qu'il y ait de lien entre mon mandat, j'étais donc une élue du CHSCT, qui est le CSE aujourd'hui, Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, donc le harcèlement, tout ça, ça en fait partie. Donc en fait, c'est le tribunal administratif qui, lui, ne peut quand même pas ignorer ce que je viens de vous lire, qui a accepté qui a refusé la décision de l'inspection et du ministère du Travail. C'est-à-dire que c'est lui qui a autorisé à ce que je sois licenciée, alors que je viens de vous lire que quand vous déposez une plainte, on a signé en 1982 le fait que ce n'était pas possible. Donc tout ça, c'est du droit, c'est un truc de spécialiste dont personne ne connaît les tenants et les aboutissants, puisqu'une fois de plus, comme au tribunal administratif dans mon cas, c'est un juge qui décide de votre vie. Et forcément donc, UBS dit, mais regardez, la justice française nous a donné raison. On voulait licencier cette femme, regardez, on nous a donné raison. Elle n'est pas belle, la vie? C'est ça. Puis pendant ce temps-là, on vous banane avec une loi Sapin dont je viens de vous donner les tenants et les aboutissants. La création, c'est à cause de l'affaire Airbus. Je viens de vous parler de l'affaire Alstom avec Frédéric Pierucci. Piratage de nos entreprises, guerre économique. Pourquoi est-ce que l'école de guerre économique n'écoute pas tout ce que j'ai à raconter? C'est quand même absolument effarant. Pourquoi est-ce que je ne peux pas être justement un formateur pour expliquer tout ce qui m'est arrivé là, on n'a pas le temps, en plus de tout ce qui s'est passé avec la DGSI, notamment. Qu'est-ce que c'est que ce pays? Il n'y a aucune culture de l'éthique en France. Clair et net. Ceux qui se lèvent pour l'éthique, les lanceurs d'alerte, dont devraient être d'ailleurs tous les élus en entreprise, tous les élus du CSE devraient être des acteurs de l'éthique. Et bien vous oubliez. Encore une fois, vous êtes sur une pièce de théâtre où tout est dit pour vous montrer qu'on est le pays des droits de l'homme, le pays de la transparence, le pays de l'éthique. Et on ne fait qu'accumuler des lois les unes les autres qui soit sont complémentaires, soit qui n'ont pas lieu d'être parce que, justement, tout existe. On avait le droit du travail en France le plus protecteur. Vous n'êtes pas sans ignorer que depuis 7 ans, on nous détricote ce droit du travail. On nous invente des choses fabuleuses, mais en même temps, on vous met le secret des affaires. Donc, vous avez une ligne de tir, une force. Donc, c'est impossible. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait si vous êtes lanceur d'alerte et que vous voyez des malversations dans votre entreprise, si vous voyez des choses qui vont contre votre conscience? Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que tout seul, on ne peut pas s'en sortir. Qu'il faut justement être des millions, des dizaines, des centaines de millions à dire non. Et qu'on a besoin de l'aide justement de tous, quel que soit votre âge, quelle que soit votre compétence, quelle que soit votre couleur de peau, votre religion. Il est vraiment question de... Qu'est-ce que c'est que ce pays où on nous met tous les uns contre les autres, où dès qu'on veut dire quelque chose, on vous dit « ouais, mais voyez, cette femme, elle n'était pas banquier, cette femme, elle n'y connaît rien, cette femme a été jalouse de sa supérieure. » Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? On va vous mettre devant vous des fausses réputations. Ah
un peu comme on a mis à Assange des faux viols avec la Suède, hein, dans son histoire où il a été finalement persécuté pendant 15 ans pour des viols qu'il n'a jamais commis. Mais il y a toujours 3 ou 4 journalistes partout sur la planète qui, dès qu'ils font un article sur Assange, mettent toujours ça en avant. Oui, il y a toujours un doute, vous comprenez. Il est temps de voir les choses avec une autre perspective. Donc, on peut faire un appel à tous les policiers honnêtes, à tous les gendarmes qui supportent plutôt ça, même les agents de renseignement, qui pourraient être des gens honnêtes et qui, justement, comprennent que tout est fait pour aller contre les citoyens et contre l'intérêt général et contre l'intérêt de notre pays. Est-ce que c'était bien de vendre Alstom un euro symbolique aux Américains? Est-ce que c'était bien que ce soit, justement... que l'affaire UBS était aussi pilotée des États-Unis et que ce soit un lanceur d'alerte qui se dit être un chevalier blanc, mais qui est plutôt un pseudo-lanceur d'alerte autoproclamé, qui soit écouté par la justice française et par le parquet financier, alors que le parquet financier créé sous la loi Sapin, avec moi, qui est le premier en France, statut de lanceur d'alerte, n'ait pas été écouté par la justice, alors que j'ai envoyé 8 lettres accusées-réception au juge au pluriel, sans jamais avoir de réponse, sans jamais être convoqué. Vous comprenez là que comme il y a des tics à aucun niveau, mais à aucun niveau de ceux qui tiennent les clés, la société civile ne peut absolument pas s'en sortir parce que ce qui fonctionne, c'est le diviser pour mieux régner. Eh bien, merci pour ce tableau malheureusement pas trop encourageant, mais il faut voir la vérité. Pour pouvoir combattre tout ça, il faut le connaître et effectivement se lever tous ensemble. Hein. Et je vais mettre en bandeau là-dessous le petit reportage là, que j'ai écouté sur vos conseils, hein, Dupond-Moretti face à Montebourg. Oui, très instructif. Très instructif sur l'un et l'autre, en fait, sur toutes les techniques qu'ils emploient. L'un qui comment dire, minimise le rôle des lanceurs d'alerte, ce sont des dénonciations de voisinage. Enfin, vraiment, on sabote complètement la notion du lanceur d'alerte. Et l'autre qui est grandiloquent, qui va faire tout, et en fait, c'est encore du blablabla, ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est le blablabla. Donc c'est très intéressant, il faut vraiment le regarder parce que Dupond-Moretti, voilà, on ne va pas décrire ici, hein, chacun son opinion sur le personnage. C'est une invective avec Montebourg où il lui dit mais il n'y a pas besoin de cette loi puisqu'en France, ne pas dénoncer un crime est un délit. Ah oui. Et l'autre qui dit mais il faut protéger, mais c'est vraiment oui très intéressant parce qu'au fond du compte, au bout du compte, pardon, si vous ne dénoncez pas, vous pouvez être complice. C'est-à-dire que moi, j'aurais été complice de fraude fiscale alors que je ne savais même pas ce qui se passait chez UBS. C'est parce que je l'ai appris que je l'ai dénoncé et que justement, je n'ai pas voulu aller en prison ou je ne voulais pas être victime de ça ou être co-complice ou complice. Et je me retrouve donc avec les menottes, séparée de mes enfants et tout le Bataclan. Puis de l'autre côté, vous dénoncez et finalement, le traitement est pire. Le traitement est pire. Moi, ça fait donc 17 ans que ma vie a été prise en otage. On m'a tout pris. Ma carrière, mon patrimoine, mes enfants, ma famille, mes amis, toute vie sociale, tout revenu possible et imaginable, parce qu'on a fait passer autour de moi des messages. Et puis, c'est toujours pas la même chose. Hein, c'est les mêmes gens qui vont dans les médias, c'est les mêmes avocats qui ont des réputations XXL parce qu'ils font partie du système et qui défendent le système et qui connaissent justement les ficelles, qui disent... Déjà, des gens de renseignement qui disent écoutez, celle-là, il faut l'écarter, hein, vous arrangez comme vous voulez, mais vous l'écartez. Puis il doit y avoir des malversations, et puis c'est terminé. Circuler, il n'y a rien à voir, puisqu'il n'y a aucune éthique, et on repart à la fameuse citation qu'aurait pu nous dire Coluche les mecs vous vendent un truc, ils n'ont pas un échantillon d'éthique sur eux. Voilà. Donc vous voyez, Dupond-Moretti, Montebourg, je les connais ni l'un ni l'autre, donc je n'ai pas une préférence ni pour l'un ni pour l'autre, bien au contraire. Mais c'est eux qui envoient au chapitre, c'est eux qui sont reçus dans les médias. C'est ça. Et puis, l'un, c'est une gueule, l'autre, il le fait avec un peu plus d'élégance. Mais voilà, les techniques sont différentes, mais le but, on voit bien que c'est le même. Hein.
Et puis quand même, parce que vous disiez en tout début d'émission que vous ne passez pas sur les radios Main Street et tout ça, hein, on vous a complètement écarté, invisibilité. Mais il y a une opportunité quand même très prochainement de vous voir à la télé sur M6, dimanche qui vient, le dimanche 20 octobre. Donc je pense que c'est important de le signaler aussi aux gens qui nous écoutent. Regardez donc cette émission. Zone interdite, dimanche à 21h. Donc ce dimanche, on sera le 20 octobre. Ah ben voilà, Le 20. je le vois sur le bandeau, le 20 octobre. C'est la lutte contre la fraude. Donc il va y avoir 3 reportages sur justement des. Alors je ne sais plus si ce sont des policiers ou des gendarmes. Sur une opération. Des douaniers peut-être, oui. Peut-être des douaniers, justement, sur une opération. Il va y avoir un cas de fraude d'une entreprise, d'une multinationale. Et puis, effectivement, moi, je vais parler de mon dossier et du traitement que m'a réservé l'État, justement, dans cette lutte contre la fraude, en plus en étant la première lanceuse d'alerte en France. Donc, oui, regardez-le, surtout si vous vous posez des questions. Comment alerter au sein de votre entreprise et auprès de qui vous allez pouvoir obtenir du soutien. Oui, parce qu'on est loin quand même des. Parce que vous parliez tout à l'heure du juge qui décide les indemnités pour le lanceur d'alerte, etc. On est encore loin de ces indemnités. La première chose dont a besoin le lanceur d'alerte, c'est d'être protégé, d'être encadré, d'être soutenu par effectivement des experts du droit, puisqu'on s'aperçoit que tout est écrit dans la loi, mais par ces manipulations, cet enfumage, on arrive à détourner les lois, à faire en sorte qu'elles ne s'appliquent pas. Donc absolument, puisque moi je vous dis, j'avais une inspection du travail qui me disait, Madame Gibault, nous sommes là pour vous protéger. UBS fait appel de sa décision où elle avait dit, je suis contre le licenciement de Madame Gibault, puisqu'on ne peut pas ignorer qu'il y a un lien entre votre demande de licenciement, vous UBS, et le rôle que Madame Gibault a au CHSCT. UBS fait appel de cette décision auprès de la hiérarchie de l'inspection du travail qui dit la même chose, non, cette femme ne peut pas être licenciée parce que son licenciement est lié aux malversations de l'entreprise qu'elle a signalées dans des réunions officielles. Et puis, en fait, c'est la justice, un juge ou des juges au tribunal administratif qui disent non, mais nous, on ne voit pas la problématique. Alors que je viens de vous lire un accord, enfin, je veux dire, s'il y a bien quelqu'un qui ne peut pas ignorer ce que je viens de vous dire, c'est bien un juge, c'est bien un homme de loi. Sur la convention sur le licenciement concernant ce qui a été signé en 1982 à l'Organisation internationale du travail par la France. Le seul qui l'ignorons, c'est nous. Parce que moi, si j'avais su ça il y a 15 ans, vous voyez, si j'avais su ça il y a 15 ans, j'aurais pas. Voilà. Et c'est tout la problématique, c'est-à-dire que les citoyens de la société civile ne peuvent pas être tous des experts en droit, hein, c'est absolument impossible, et surtout des experts du fonctionnement de la justice. Hein, on vous dit qu'il n'y a pas assez d'argent, qu'il n'y a pas assez de budget, que la justice prend son temps. OK, mais ça, ce sont les conséquences. Quelles sont les causes de ça? Et pourquoi est-ce qu'on se satisfait d'avoir 3 magistrats pour 100 000 habitants en nous disant, ben oui, pays des droits de l'homme, on n'a pas les moyens, on ne s'est pas mis les moyens. Ah, mais vous comprenez, c'est un gouvernement de gauche. Ah ben non, mais c'est un gouvernement de droite. Mais c'est diviser pour mieux régner. C'est-à-dire que c'est vous le dindon de la farce, au final. Donc, si vous voulez faire preuve d'éthique pour vos enfants et pour vos petits-enfants, la génération d'après, il est quand même important de voir quel est le traitement de gens comme moi, comme Yasmine Motargemi, dont vous avez parlé tout à l'heure. C'est absolument scandaleux. Et on revient une fois de plus, est-ce que c'est parce que nous sommes des femmes que nous sommes traitées comme ça? C'est ça. Et puis, je rajouterais aussi au niveau de ces conventions internationales que la France signe, bon, il y en a une qui me touchait beaucoup parce que je suis beaucoup intervenue et j'interviens toujours sur les violences conjugales. Et il y avait une convention qu'on a signée en 2011, la Convention d'Istanbul, qui prévoyait qu'il n'y ait plus de médiation entre l'auteur et la victime de violences conjugales. Et jusqu'aux années 2018, 2019, 2020, je ne sais plus, c'était toujours pratiqué. Donc, on signe les conventions, mais on ne les applique pas. Et donc, celle que vous citez, évidemment, qu'elle est sur un autre sujet, mais elle est aussi importante. On est sur de la protection des personnes. Vous avez entendu les syndicats en parler? Parce que c'est bien aussi quelqu'un qui doit connaître ça, c'est les syndicats quand même, hein, qui doivent savoir quels sont les accords internationaux. Les syndicats qui disent lutter contre la fraude, mais non,
non. Et qu'en fait, tout est un micmac. C'est un bouillon de culture, je ne sais pas, c'est un truc tellement bien orchestré qu'en fait, pour le comprendre, comme moi, il faut malheureusement perdre 20 ans de sa vie pour comprendre les tenants et les aboutissants, parce que c'est pas possible quand vous êtes reçu à l'Assemblée nationale par des députés de gauche qui vous reçoivent très gentiment, qui vous écoutent, etc. Quand vous êtes reçu au Sénat, où vous avez d'autres députés qui aussi... je suis loin de dire, moi, qu'on n'aille pas me mettre cette étiquette-là, tous pourris. Je n'ai pas dit ça du tout. Il y a des bonnes volontés. Moi, je sais quels sont les députés ou sénateurs qui ont envoyé des communiqués de presse à chaque fois que j'étais obligée de me justifier en justice, alors que j'ai juste aidé l'État. J'ai juste aidé l'État à récupérer une somme dont Michel Sapin disait que ça fait à peu près 20 milliards d'euros. Donc regardez, là, on est en train de vous dire qu'on cherche combien de milliards pour l'année prochaine, qu'on coupe 4000 postes de profs, qu'on coupe, je ne sais plus où ils sont en train de couper. Et moi, je dis sur les réseaux sociaux, mais les 20 milliards que j'ai ramenés, ils ont servi à quoi? Dans la poche de qui est-ce qu'ils sont tombés? Opacité la plus totale. C'est comme le secret fiscal. Oui, on vous a fait croire que le secret bancaire, c'est fini, c'est très bien, mais il y a le secret fiscal derrière. Hein. Donc, secret fiscal, Bercy, c'est une forteresse, personne ne vous donne d'infos. Mais qui a touché des bonus là-dessus? Qui a pris une part de ces 20 milliards d'euros? Vous avez une idée? Moi, j'ai des idées. Hein. Vous doutez bien. C'est tous ceux qui ne répondent pas à mon dossier et que je retrouve aussi parce que ce sont des personnages clés de la République, de la France, à d'autres postes clés aujourd'hui. Vous voyez, c'est des chaises musicales. Plus on détient d'informations noires, plus on est promu. Comme dans beaucoup de multinationales, comme dans beaucoup d'entreprises. La culture de l'éthique, ça reste, comment dire, pour les petites filles, vous voyez. Oui. Oui, oui. Mais oui, et bon, cet argent-là, mais l'argent de nos impôts aussi, on n'arrête pas de payer les impôts, la TVA, tout ça. Et notre pays, ses services publics sont en train de se dégringoler à tout va. Donc, où va cet argent aussi? Et là, on va augmenter la TVA de l'électricité, qui est quand même là aussi indispensable à la vie des gens, de 5%, 5,5, ça va passer à 20% en 2025. Donc, on n'arrête pas d'aller chercher de l'argent et là, tout le monde va le payer, les foyers modestes comme les foyers les plus… voilà, donc c'est toujours les gens modestes. En plus, ils trinquent à chaque fois. Donc, on est vraiment dans un monde qui est moche et où ce qu'on donne, nous, la population, pour le bien commun, ne va pas au bien commun. Ça ne va pas ni à l'éducation, ni aux hôpitaux, ni aux services de sécurité. Ça ne va où ça va? Exactement votre question, où ça va? La culture du mensonge, Cathy. La culture du mensonge, c'est une pièce de théâtre. Et pour se réveiller, c'est compliqué parce qu'on a toujours l'impression, les uns les autres, les citoyens, que l'État, c'est papa et maman et que papa et maman ne peut être là que pour nous protéger. Il faut que vous inversiez complètement ce prisme de lecture. L'État n'est pas du tout là pour défendre les intérêts des citoyens, sinon ça se saurait, puisque donc on a tout un arsenal de lois, etc. Il y a quand même des policiers qui font bien leur boulot, des gendarmes qui font bien leur boulot, des douaniers qui font bien leur boulot, des fonctionnaires qui font bien leur boulot. Donc il faut à un moment donné arrêter de diviser les gens en fonction qu'ils soient de droite, de gauche, de telle couleur de peau, de telle taille, de tel âge, de tel sexe, je ne sais quoi. Il faut à un moment donné se dire qu'est-ce qu'on fait tous ensemble. On vient d'avoir un cirque, là, pas administratif, mais politique absolument délirant depuis l'été, entre Front républicain d'un côté, entre avoir tous été contre la réforme des retraites, donc tous contre Madame Borne, qui a fait son 49.3, et on voit que finalement, Madame Borne a été élue par des gens qui disaient justement être contre la réforme des retraites, et vous vous dites, mais attendez, quand est-ce que vous allez comprendre que vous êtes manipulé, que c'est vous, la cible de tout ce cirque médiatique, parce que tout ce cirque politique n'existerait pas s'il n'y avait pas un cirque médiatique derrière. Hein, c'est un couple, hein, le yin et yang, hein, ils sont absolument, ils savent comment dire, c'est des exercices de style où n'a place que le mensonge.
personne. C'est du catch, c'est du cinéma, ouais. Je te donne des coups, mais c'est pas de vrais coups. Oui, c'est ça, avec tellement d'argent à la clé. Tellement d'argent à la clé. Parce que sinon, s'il y avait des députés et des sénateurs et des eurodéputés éthiques et honnêtes, ils se lèveraient tous pour savoir à quoi ont servi les 20 milliards du dossier UBS. Puisque tout le monde se dit, mais il n'y a pas d'argent, où ça a disparu. Et ben moi, j'ai la question, où ont disparu ces 20 milliards d'euros? Qui en a bénéficié? Et pourquoi? Pourquoi on n'a pas de traçabilité? Parce que justement, en tant que lanceur d'alerte, si on aide l'État à mettre la main sur une fraude, et la fraude, pour le coup, on sait, c'est rentré dans les caisses de l'État. La cellule de régularisation à Bercy, ça a ouvert, ça a donné lieu à 4,5 milliards d'euros de comptes offshore UBS qui sont rentrés spontanément. Plus Michel Sapin dit, les 40 000 comptes qui représentent 12 milliards d'euros. Voilà. Plus en parallèle, tiens, comme on parlait de la justice, en première instance, la justice a condamné UBS à 4,5 milliards d'euros. Et en appel, les 4,5 se sont transformés en 1,8 milliard d'euros. Vous voyez? Coupe en 3. Pourtant, la justice n'a pas besoin d'argent dans notre pays. Quel est le journaliste qui va poser la question à M. Dupond-Moretti ou son successeur? Ou à M. Le Maire et son successeur? Personne. Et donc là, le pire, c'est qu'en cassation, donc la condamnation du BS a été actée, ça repart en cours d'appel qui va diminuer l'amende. 4,5 milliards, 1,8 milliard, on va tomber allègrement au milliard, voire sous le milliard. Vous voyez, donc la justice française passe sur 3,5 milliards d'euros. Ça pourrait recruter combien de magistrats, combien d'assistants Mais c'est là où, comme les gens n'ont pas l'information, ils ne peuvent pas le savoir. Puisque ce n'est pas sur les médias mainstream, puisque ce n'est pas... moi, mon livre a été poursuivi pendant plus de 7 années et demie en diffamation, donc bien évidemment, personne n'a entendu parler de mon bouquin. Et quand vous le lisez, vous vous rendez quand même compte que c'est... On ne va pas citer le nom des chanteuses ou des actrices qui sont dans... Mais vous voyez bien que tout ça, ça passe par ce qui s'appelle le soft power. Vous voyez ? Plutôt qu'aller de manière agressive, on passe par des personnalités qui ont... justement, qui ont accès aux médias et qui sont, dont la parole est soutenue. Oui, bien sûr, c'est ça. Eh bien, je crois qu'on arrive au terme de cette émission sur les lanceurs d'alerte. Merci beaucoup, Stéphanie. Est-ce que vous avez envie de dire une dernière chose aux personnes qui vont nous regarder avant d'abandonner notre studio? C'est compliqué de donner des conseils. Comme vous le savez, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Je suis la première à en être victime. Je pense que ce qu'on peut dire sans être un conseilleur qui n'est pas payeur, c'est que la seule personne avec qui vous passez 24 heures par jour, c'est vous-même. Vous êtes la première personne que vous regardez dans le miroir le matin et la dernière en vous brossant les dents avant d'aller vous coucher. Donc, quel type de vie est-ce que vous voulez ? Est-ce que vous voulez à un moment donné vous dire qu'effectivement vous aimez vos enfants, vous aimez vos petits-enfants et que vous êtes acteur de leur vie et acteur de leur avenir, ou est-ce que vous vous dites tout ça c'est des mots et puis je me plains mais finalement je ne peux rien faire. Il est évident que si vous voyez les uns ou les autres des choses qui heurtent votre conscience, il faut agir. Il faut agir parce que c'est difficile sur le moment. Moi, j'en connais quelque chose, ça fait 17 ans que ça dure. Mais si vous y mettez tous, vous êtes très nombreux à le faire, ça va vous réduire le temps. C'est-à-dire de 17 ans, vous allez peut-être passer 3 mois difficiles ou 6 mois difficiles, mais il vaut peut-être mieux passer 3 ou 6 mois difficiles et qu'après, on puisse justement insuffler un autre état d'esprit. Parce que je pense que tout est là-dedans, plutôt qu'avoir la bouche en cul de poule et dire « Ah mais on peut rien faire, ah mais c'est comme ça », et être aquaboniste, parce que beaucoup de gens sont aquabonistes, et de se plaindre et pleurer dans son coin, on peut se relever et de se dire qu'on est tous des hommes et des femmes et qu'on peut tous agir ensemble parce qu'on a au moins une chose en commun, c'est qu'on est vivant. On a d'autres choses en commun aussi. A priori, dans ce pays qui se dit des droits de l'homme sur la scène internationale, on peut peut-être rebondir justement là-dessus pour montrer qu'on veut l'être et que pour être le pays des droits de l'homme sur la scène internationale, il faut le faire avec des valeurs. Et les valeurs, après, ça se décline. C'est le droit du travail qui est appliqué, c'est la loi Wasserman qui est appliquée, c'est la loi Sapin qui est appliquée. Mais c'est aussi que les juges qui ne rendent pas des jugements justes et éthiques aient aussi à rendre des comptes.
Parce que les juges, comme celui du tribunal administratif qui a dit à UBS, oui, oui, on est d'accord, allez hop, vous la licenciez, machin, ils ont des comptes à rendre à personne, ces gens-là. Personne ne connaît leur visage, ils ne sont pas en première page du Monde, ils ne sont pas en première page de Mediapart, ils ne sont pas en première page de Paris Match ou du Canard enchaîné. Tout ça, ça se gère en coulisses. Donc, pour aller contre ce truc aussi noir, on ne peut qu'être rassemblés et unis. Merci beaucoup, Stéphanie. On va en rester sur ces paroles-là parce que je les partage de tout cœur. Et ben, écoutez, je vous dis à bientôt. Hein. On se reverra pour une autre émission sur un autre sujet. Et merci aux personnes qui vont regarder cette émission. Partagez-la surtout. Je vous ai remis l'affiche avec les livres de Stéphanie. N'hésitez pas à les lire, Merci. à les partager parce que ce sont des mines d'or pour ben justement lutter pour l'éthique et pour un pays où l'intégrité des salariés sera protégée. Merci beaucoup. Je vous dis juste un truc, vous dites militer pour l'éthique. Et ça, c'est très important parce que souvent, les gens militent contre la pauvreté, contre l'évasion fiscale, contre machin. Levez-vous pour, parce que quand on se lève pour, c'est positif, donc ça vous envoie des ondes positives et ça vous donne une vision plutôt meilleure, plutôt qu'être face au noir tout le temps. Parce que c'est tellement noir, effectivement, qu'il faut se donner de l'espoir. Donc voilà, lutter pour quelque chose de positif et lutter pour l'éthique. Merci, Cathy. Merci. Au revoir. Au revoir, merci.